J'ai eu la chance de naître dans une famille aisée, avec un père médecin. Lui, de son côté, m'a beaucoup influencé sur la médecine et sur les médecines naturelles, et m'en montrant d'ailleurs l'importance du terrain. De l'autre côté, ma mère a eu un double impact sur mon évolution professionnelle. C'est qu'elle m'a montré, c'était une femme qui avait un grand cœur, qui était beaucoup tourné vers les autres, et puis d'autre part, elle a eu une grave maladie, elle était atteinte du cancer. Lorsque j'ai fini mes études de médecine, elle a commencé à faire une grave rechute de son cancer, plus de 18 ans après. Ça m'a fait poser plein de questions. Donc je l'ai piloté à ce moment-là dans les CHU, dans les services que je connaissais bien, parce que j'étais étudiant en médecine à ce moment-là. Enfin, je terminais mes stages à l'hôpital. Et donc j'ai vu toute l'importance, tout le cœur que donnaient tous les médecins, les personnels soignants, les infirmiers, les aides-soignantes. Tout le monde faisait un travail remarquable que j'ai beaucoup apprécié. Et de l'autre côté, j'ai vu aussi les failles. Et donc quand j'ai commencé à exercer, je me suis tout de suite penché vers les médecines naturelles. Alors déjà, mon père m'en ayant déjà beaucoup parlé de l'acupuncture, de l'homéopathie, j'ai commencé à l'étudier. Et j'ai rajouté tout de suite aussi la sophrologie, qui m'a passionné également. Moi, j'étais toujours le fil d'Ariane, certainement, par l'intermédiaire de ma mère, c'était toujours le cancer. Et j'ai terminé par faire un diplôme universitaire de cancérologie clinique, parce que je me suis dit, il faut vraiment aller jusqu'au bout. De tout temps, j'ai toujours rêvé de soigner uniquement avec mes mains. Et en fait, j'ai rencontré plein de guérisseurs, de magnétiseurs en France, de toucheurs de feu. Et donc, tous ces gens-là m'ont appris moult techniques. Et ces techniques, pendant longtemps, je les connaissais, mais je ne les pratiquais pas. Je ne me permettais pas de les pratiquer, pour la bonne et simple raison que j'étais médecin et que pour moi, elles étaient complètement empiriques, même si pour moi, elles étaient bonnes, parce que le simple bon sens veut dire que si ces spécialités ont traversé des siècles et qu'elles ont toujours des patients qui viennent les voir, ça veut dire qu'ils ont des résultats. Il ne faut pas prendre les personnes pour des imbéciles. Donc ça veut dire que s'ils ont des résultats, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. La maladie correspond souvent à une réaction saine de notre organisme face à une situation qui nous est déséquilibrée. Comme le disait le docteur Bach, celui qui a organisé les petites fleurs de Bach, il disait on tombe malade quand nos actions dans le domaine de vie quotidienne ne sont pas en adéquation avec nos aspirations, avec nos pensées profondes. Et ça, il avait raison, parce que tout simplement, nous, c'est pareil, c'est qu'on est toujours en train de faire des conciliations, on est en train de faire des compromis avec la vie, avec tout ça. Mais tous ces compromis ne font que nous éloigner. Et de temps en temps, il y a un petit choc émotionnel qui arrive, mais on le met de côté. On l'oublie. Et puis dans un deuxième temps, comme on n'a rien résolu du tout, ce choc émotionnel, ce conflit va revenir d'une manière peut-être un petit peu plus forte, jusqu'à la dernière touche, déclencher vraiment une maladie, comme si notre conscience ou notre être intérieur n'avait plus que cette ultime solution pour nous faire prendre conscience justement qu'on n'est pas sur notre voie et qu'il était temps de changer. Pour comprendre la maladie, il faut déjà regarder ses causes. Nous sommes tous encrassés, nous sommes tous pollués, nous sommes tous en excès d'acide dans notre organisme, on a plein de polluants, on a des pesticides, tout ça on le sait, il y a des preuves, il y a des prises de sang qui nous l'ont tous montré. Mais bon an, mal an, on arrive à vivre, on survit, l'organisme s'en débrouille, etc. Et arrive un beau jour un choc émotionnel qui lui va apporter une émotion. Cette émotion vibre à une certaine fréquence qui va venir se localiser sur un organe qui justement vibre sur cette fréquence et va venir bloquer la circulation énergétique dans cet organe. Si bien que tous les polluants du corps vont se concentrer et vont commencer à déclencher la maladie. Donc la médecine conventionnelle a raison, elle dit bien sûr, c'est les polluants, c'est les acides, c'est l'hérédité, c'est dur. Par contre, le choc émotionnel, lui, n'est pas la cause, lui est le facteur déclenchant, c'est lui qui va indiquer pourquoi la maladie se déclenche à ce moment-là et pourquoi elle se déclenche sur tel organe. Et donc de toute façon, il y a des choses à comprendre dans la maladie. C'est pour ça aussi que j'étais ennuyé en tant que médecin, parce que les personnes venaient me voir pour les soigner sur le plan ample, mais la plupart n'arrivaient pas à comprendre que la maladie essayait de leur demander quelque chose, de changer quelque chose. Le mental, c'est la voix qui nous parasite. C'est la voix qui va vous dire « Oui, mais attention, ce soir, tu vas repartir chez toi, donc n'oublie pas de faire le plein d'essence. Et puis, hier, pourquoi tu as dit ça à tel? Tu n'aurais pas dû lui dire, tu aurais dû lui dire ceci. Et puis le week-end prochain, tu vas à tel endroit, et puis tu n'oublieras pas, parce qu'il faut être... » Moi qui est sans arrêt en train de vous jacasser dans la tête des tas de choses, et ça, c'est pas penser, ça, c'est pas réfléchir. Au contraire, ça vient vous embêter, empêcher de réfléchir. Et quand on arrête ce mental, en fin de compte, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'en arrêtant le mental, eh bien, d'un seul coup, les choses essentielles ressortent.
Et donc notre esprit devient beaucoup plus clair. On ne veut pas la mort de l'ego, l'ego est utile, on ne veut pas la mort du mental, mais on lui demande simplement de laisser un petit peu la place aux autres. Et comment qu'on peut arriver à calmer le mental? La première chose pour calmer le mental, c'est d'être ici, maintenant, dans le présent. Une petite méditation permet de faire une prise de décision, parce que là, on voit vraiment les points importants, et les choses deviennent très très claires. Toute la matière dans l'univers n'est formée que d'énergie. Toute matière, tous les corpuscules, toutes les particules ne sont que des énormes concentrations d'énergie. Nous sommes de l'énergie à l'état pur avant même d'être physique ou chimique. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à comprendre que, travaillant sur l'énergie, on pouvait travailler sur le corps. Nous sommes formés d'un corps physique et de corps subtils qui sont là encore à la fois dans notre corps physique et qui débordent de notre corps physique. Et ces différents corps font partie de nous. Il y a eu les premières photos Kirlian, les photos Kirlian qui remontent déjà à plus d'un siècle et qui photographiaient les premières couches de l'aura qui sont autour de notre corps. Il faut bien comprendre qu'on ne voit pas les corps énergétiques parce que tout simplement tous nos 5 sens sont situés dans le corps physique, donc ils sont sur le niveau vibratoire du corps physique. Or les autres niveaux énergétiques sont situés sur d'autres plans. Et si on veut commencer à les ressentir, il va falloir justement utiliser d'autres sens, justement le ressenti, l'intuition, la clairvoyance, etc. Donc ce sont des sens qui sont subtils et qui ne font pas partie de notre lot quotidien. On peut puiser déjà chez les Indiens, parce qu'en médecine ayurvédique, on retrouve la description de tous les corps et ils les ont décrits d'une manière remarquable. Mais il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des Indiens, c'est qu'il y a aussi les Américains, les Russes, donc tous ces gens-là ont beaucoup développé les corps énergétiques, la recherche des corps subtils, etc. Et j'en discutais souvent avec une amie américaine et elle était toujours éberluée en me disant mais c'est pas croyable qu'en France on pose encore les questions de savoir si les corps énergétiques existent, alors qu'aux États-Unis ou en Russie, c'est des choses qui sont des lapalissades, sont des évidences, et ils ne sont pas en train de se poser la question est-ce que ça existe, ils sont en train plutôt de commencer à ils l'utilisent d'une manière très pragmatique et très quotidienne. Quand on examine une personne au niveau énergétique, on va avoir 2 sortes d'informations qui sont absolument très importantes. Les 2 premières, c'est on peut voir des blocages énergétiques. Des blocages énergétiques qui vont correspondre à des chocs émotionnels. Et on sait très bien que si on laisse ces chocs émotionnels, si on laisse ce blocage énergétique, tôt ou tard, ça va déclencher une maladie. Donc là, on est en train vraiment de faire de la médecine préventive, un petit peu comme quand il y a aussi des blocages sur l'évacuation des énergies usagées. On sait très ou tard que ça va déclencher des troubles, des problèmes chez la personne. Ça, on le sait. Donc là, c'est pour ça que la médecine énergétique, tout comme le fait, mais d'une manière plus limitée, mais le fait l'acupuncture, c'est une très bonne médecine énergétique. Et inversement, on peut aussi voir des anomalies dans les corps énergétiques qui nous indiquent que l'organe en dessous est déjà malade. Parmi les médecins, je pense, j'ai pas fait de sondage, mais je pense qu'il y a une énorme majorité qui n'admettent pas la médecine énergétique. Déjà, vous savez, l'acupuncture qui touche un petit peu déjà cette médecine énergétique, elle est acceptée du bout des lèvres et encore dans certaines indications bien strictes, etc. Donc ça, c'est vrai que la majorité ne veut pas en entendre parler. Et par contre, c'est vrai que dans d'autres cas, je sais que dans certains endroits aux États-Unis, il y a beaucoup de chirurgiens qui refusent d'opérer s'il n'y a pas un thérapeute énergéticien dans le bloc opératoire. Donc on se retrouve un petit peu avec les deux plats. Moi je sais aussi que j'ai pas mal de médecins qui viennent aussi à mes stages pour apprendre un petit peu les soins. Déjà on a beaucoup de mal à faire passer le message que derrière le côté physique, il y a toujours une cause psychologique. Déjà rien que ça, on a déjà beaucoup de mal à faire admettre ça aux médecins. Et alors quant à leur faire comprendre l'aspect énergétique, il y en a qui sont prêts à l'ouvrir, il y en a qui ne sont pas prêts. La médecine naturelle, elle, ne peut pas être proposée comme traitement alternatif parce que, tout simplement, on manque cruellement d'études, justement. C'est ça le problème. Moi, j'ai travaillé beaucoup en cancérologie. Il y a des remèdes qui sont remarquables en médecine naturelle, mais je ne me permettrai jamais de dire à un patient arrêtez votre traitement de chimio, ne faites pas la radiothérapie et prenez le traitement naturel, parce que je ne sais pas parce qu'on dit ça marche, ok, ça marche, mais
les personnes qui disent ça marche, c'est bien, mais ils nous disent pas non plus quand ça marche pas non plus. Hein. Donc le truc, c'est on a besoin d'études, et ça, c'est là où la médecine naturelle vraiment pourra faire quelque chose, fera un grand bond en avant quand il commencera à y avoir des études probantes, parce que c'est pas sur pas sur 3 personnes, ni sur 5 personnes, ni sur 50 personnes. Il faut des études qui soient sur des cas vraiment très très importants. Et là, ça commencera à devenir intéressant et commencera à avoir des résultats. Dans les soins énergétiques, de toute façon, moi c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent de faire des stages, je leur dis, ne croyez pas qu'une fois que vous aurez fini les stages, que vous serez comme aujourd'hui, en ayant simplement acquis des techniques supplémentaires. C'est quand on commence à toucher l'énergie, quand on commence à l'appréhender, quand on commence à s'apercevoir de sa réalité, quand on commence à enlever des blocages énergétiques, qui sont des chocs émotionnels. Donc d'un seul coup, ça veut dire qu'on est en train de complètement se transformer, on est complètement en train ça bouleverse complètement notre vie. Donc d'un seul coup, il y a commencé à y avoir aussi des personnes qui vont s'ouvrir. Ah bah oui, tiens, j'avais eu des choses, des pressentiments, des canaux qu'ils avaient étaient déjà présents, mais ils vont continuer de l'ouvrir, ils vont se permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est la médiumnité, c'est de comprendre un petit peu que d'un seul coup, si on peut sortir de notre corps et que notre conscience s'en va et que le corps reste, ça veut dire que si notre conscience s'en va, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le cerveau, c'est qu'elle est ailleurs en plus. Et donc on a aussi des preuves quelque part indirectes, tout simplement avec les études des gens qui font des morts imminentes, les états de mort imminente, sont des gens qui sont capables de sortir de leur corps et donc et de décrire ce qu'ils ont vu en étant sortis de leur corps, alors que techniquement, par exemple, ils étaient morts cliniquement, alors qu'ils peuvent aller visiter d'autres pièces dans un hôpital et décrire ce qu'ils ont vu. Donc il y a des choses comme ça qui sont aussi des preuves pour ceux qui le voudraient. C'est pas des preuves scientifiques, mais c'est des témoignages qui sont quand même très importants également. Notre société nous amène de plus en plus vers la peur de la crise, la peur du chômage, la peur de manquer, la peur de la guerre, la peur des attentats, la peur, et tout ça, ça nous tire vers le bas. Et si bien que c'est pour ça que la plupart des personnes de mes concitoyens sont très si mal à l'aise et qu'en fin de compte, ils se retrouvent tiraillés entre des sentiments inconscients qui les attirent vers le haut, et puis ce qu'ils vivent, ce qu'on leur montre au quotidien, et qui les tire vers le bas. Et puis on vous donne un journal qui vous redonne encore un petit coup en vous disant les augmentations qu'il va y avoir ou les risques de guerre ou d'attentat. C'est pas fait pour remonter votre niveau vibratoire. Là, il va y avoir aussi une révolution en médecine très prochainement, et ce sera une révolution très technique, avec des possibilités. On va faire rentrer l'informatique au niveau des yeux, des oreilles, etc. Donc, il permettra de transformer beaucoup de patients qui sont grabataires. Ce sera merveilleux de ce côté-là. On est capable de faire des choses par rapport à avec les cellules souches, on va créer des organes, des tissus, etc. On fait avec les nanoparticules, on peut pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se développer d'un autre côté. Mais de l'autre côté, il y a les capacités de l'être humain qui deviennent de plus en plus fortes. C'est pour ça que cette notion est vraiment très intéressante. La puissance de notre pensée est très forte. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans notre société, on a une société qui est quand même très militarisée, très policière, très surveillée, etc. Moi, je vois quand je suis à Paris, de temps en temps, je vois des manifestations avec 50 personnes et il y a déjà 10 quarts de CRS autour d'eux. Je veux dire, c'est des choses qui sont complètement d'un autre âge, je dirais, quelque part maintenant. On n'a plus à monter sur les barricades parce que tout simplement, la puissance de notre esprit peut changer notre environnement.